Au cours des 12 derniers mois, des milliers de citoyens européens ont débattu sur leurs idées et leurs préoccupations concernant l'Europe. Ils ont également fait des propositions pour l'avenir de l'Union européenne. Aujourd'hui, cette expérience unique de démocratie directe, appelée Conférence sur l'avenir de l'Europe, est arrivée à son terme. Nous allons maintenant discuter des résultats avec le député européen Guy Verhofstadt, qui a supervisé l'ensemble du processus depuis le Parlement européen. Guy Verhofstadt, bienvenue sur Euronews. Nous sommes à la dernière session plénière de cette conférence. Comment évaluez-vous ce processus? A-t-il été un succès, un demi-succès ou peut-être un échec? Je pense que lorsque nous avons commencé il y a un an, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui croyaient en l'utilité de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Entre-temps, outre la pandémie, nous avons eu une énorme crise avec la guerre en Ukraine. Et nous l'avons bien vu, l'Union européenne a besoin d'être réformée pour survivre dans le monde de demain, qui sera différent, notamment pour défendre les intérêts de nos citoyens et agir plus rapidement et de manière plus décisive que nous l'avons fait par le passé. Quelles sont donc les propositions les plus intéressantes? L'une des principales propositions est de mettre fin au droit de veto au sein de l'Union européenne, donc de cesser de voter et de prendre des décisions à l'unanimité. À cause de ce principe, on agit toujours trop peu et trop tard. C'était le cas avec la crise financière, avec la crise migratoire, c'était même le cas avec la pandémie de Covid-19. Et en cette période de guerre, c'est toujours un problème. Donc, ce que nous devons faire, c'est abolir cela et avoir un système de vote à la majorité simple ou à la majorité qualifiée. Et il faut que ce soit sur chaque sujet au sein de l'Union afin que nous puissions agir plus rapidement que par le passé. Pour cela, il faut une modification du traité. Comment envisagez-vous les chances d'y parvenir? De toute façon, je sais que le Parlement européen va prendre ses responsabilités. Donc nous allons demander une révision du traité. Et qu'en est-il des questions sociales comme l'emploi, le logement et la santé? Que disent les citoyens? Ils veulent que l'Europe possède également des compétences en la matière, afin qu'il existe une base sociale, un minimum social créé et garanti par l'Europe sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Et en ce qui concerne la question migratoire, les citoyens ont formulé une stratégie globale pour résoudre les problèmes au niveau européen, avec notamment l'immigration légale, la lutte contre l'immigration clandestine, les solutions pour les réfugiés et notamment pour les réfugiés de guerre. Cette stratégie a été approuvée par l'Assemblée plénière de la conférence. À titre personnel, quelle est votre recommandation préférée? Ma recommandation préférée est certainement celle sur les forces armées communes de l'Union européenne. Il est important que nous disposions d'une politique de défense commune, parce qu'avec la guerre en Ukraine, on le voit, cela nous fait défaut. Il faut savoir que nous dépensons plus ou moins 240 milliards d'euros pour la défense en Europe. C'est 4 fois plus que les Russes. Mais avec la situation actuelle, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas suffisamment efficaces pour faire quelque chose. En tout cas, pas sans l'aide de nos amis américains. Donc pour moi, le plus grand gaspillage de ressources dans l'Union européenne, ce sont ces 27 armées qui font doublon et qui ne sont pas suffisamment efficaces. Au cours de la dernière décennie, la question de la démocratie et de l'état de droit a figuré parmi les priorités de l'UE. Pendant cette conférence, lorsque vous en avez parlé avec des dirigeants ou des citoyens polonais, hongrois et d'autres pays membres, y a-t-il eu une position commune sur cette question? En réalité, le principe de l'état de droit n'est pas si difficile à comprendre. Mais le problème est que dans certains pays, des dirigeants qui ont la majorité au Parlement pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont majoritaires. Mais l'état de droit, ce n'est pas ça. C'est pourquoi, lors de la conférence, sur la base des propositions des citoyens, nous avons même décidé de modifier le traité pour que l'état de droit soit effectif. Sinon, nous ne pouvons pas éviter d'avoir au sein de la famille européenne quelques membres qui pensent que l'argent est important, mais pas les valeurs. Depuis 2 mois, il y a une guerre en Ukraine. Comment cela change-t-il la perception des gens sur l'Europe?
Est-ce que cela a été abordé lors de la conférence? La plupart des réunions de citoyens ont eu lieu avant le début de la guerre. Mais ce que nous avons constaté, c'est que les conclusions de la conférence s'inscrivent très bien dans les nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés avec la guerre en Ukraine. Nous parlons de la fin de l'unanimité dans les affaires étrangères et dans la défense. Nous parlons de créer le plus rapidement possible une union énergétique, ce que nous n'avons pas aujourd'hui en Europe. Parce qu'il n'y a pas d'achat commun d'énergie et le mix énergétique est encore décidé au niveau national. Dans quelle direction l'Europe doit-elle se diriger selon les citoyens? Doit-on avoir plus d'Europe ou moins d'Europe? Les citoyens ne discutent pas de cela de la manière dont vous le présentez. Vous êtes un journaliste et vous avez tendance à tout catégoriser. Je suis un politicien et je fais la même chose. On dit souvent tu es de droite, tu es de gauche, tu es pour plus d'Europe ou moins d'Europe, tu es eurosceptique ou europhile. Mais en réalité, les citoyens pensent différemment. Ils ont plus ou moins la même opinion. Ils aiment l'Europe et ils pensent que l'Union est la solution à beaucoup de nos problèmes. Mais ils n'aiment pas la façon dont elle fonctionne aujourd'hui. Ils ne croient pas que l'Union européenne, dans sa manière de fonctionner aujourd'hui, soit la réponse à leurs attentes sur l'Europe. Et c'est ce que pensent actuellement tous les citoyens, c'est-à-dire les eurosceptiques et les pro-européens. Et c'est ce qui est important. Les gens aiment l'Europe. Ils ont un rêve européen. Ils pensent vraiment que l'avenir de ce continent réside dans l'Union européenne. Mais ils critiquent surtout la façon dont elle fonctionne aujourd'hui, ou plutôt la façon dont elle ne fonctionne pas. Les forces nationalistes et populistes en Europe reprochent déjà à cette conférence d'être un instrument du fédéralisme européen. Comment percevez-vous ces critiques? Et ces voix ont-elles été entendues pendant la conférence? Absolument, parce que parmi les citoyens qui étaient présents, il y avait aussi des personnes plus critiques et sceptiques sur l'Europe. Ils étaient tous là. Mais à la fin, il devait y avoir une vision commune, des propositions communes. Ce que j'ai constaté, c'est qu'au début, les partis d'extrême droite appréciaient plutôt la conférence. Puis quand ils ont vu que les propositions des citoyens ne leur correspondaient pas, ils ont commencé à dire « Oh, ce n'est pas ce que nous voulons, nous n'aimons plus ça ». Je pense donc que ces critiques ne sont pas justes. Les citoyens européens se sont exprimés et nous devons les prendre au sérieux et mettre en œuvre leurs propositions. Guy Verhofstadt, thanks very much.